Chers amis du PP, en intro de la vidéo qui va suivre sur ce que j'ai fait aujourd'hui par cette magnifique journée, plus de 21 degrés tout à l'heure encore, donc vers 16h30, 16h45, l'heure sera affichée, j'ai photographié la sonde qui reporte les données de la station météo en bas. Donc un temps incroyable au point que j'en ai transpiré. Donc en intro de cette vidéo, juste un petit mot pour vous dire que vous êtes nombreux à regarder mes vidéos, même si je ne fais rien pour. Vous êtes nombreux, moins nombreux que sur les vidéos quand même, heureusement, à me solliciter par différents moyens, courrier, mail, beaucoup, sur telle ou telle question, votre situation, des choses qui vous arrivent, etc. J'essaye jusqu'à aujourd'hui de répondre à tout le monde, mais j'ai du mal. Je vais être franc avec vous parce que j'ai d'autres activités sur lesquelles j'aurai l'occasion de venir un peu plus tard. En dehors de l'écriture propre, je réponds à des interviews. Là, j'ai des sollicitations pour des conférences malgré le Covid, etc. J'ai mon chantier qui n'est pas fini, pour ceux qui ont vu la vidéo où j'apparais dans ma salle de bain. Donc tout ça pour vous dire que j'essaye, mais il se peut tout à fait que je zappe de temps en temps le message de l'un ou l'autre. Il se peut que j'ouvre ma messagerie à 23h du soir, je suis un peu patraque. Je lis, j'oublie de remettre le drapeau, et puis le lendemain matin, j'ai 8-9 messages supplémentaires que je traite et j'oublie le vôtre qui n'avait plus son drapeau. Des fois, votre question est pointue et nécessite des recherches. Il faut que je vérifie, soit dans des bouquins, soit dans des choses que j'ai griffonnées, quand est-ce que j'ai semé ceci, etc. Et puis j'oublie parce qu'avec l'âge, et c'est un des rares privilèges de l'âge, je deviens de plus en plus distrait. Voilà. Donc si ça vous a déplu, irrité, etc., je vous prie d'accepter mes excuses. Je ne le fais pas exprès. C'est que je suis tout simplement arrivé à mes limites. Relancez le mail gentiment. Vous n'êtes pas obligé d'être vindicatif. Vous relancez ça peinard. Et parfois 2 fois. Donc il y a des gens qui m'ont contacté 2 ou 3 fois avant que je ne réponde à leur sollicitation. Donc désolé, la situation elle est telle que ce que je viens de vous dire là à l'instant. Ça y est, je m'en mêle les fils, ça c'est encore autre chose. Et on va passer donc au montage de cette vidéo sur live. Vous voyez que le soleil est en train de décliner, à 17h passées. Je ne suis pas sûr de terminer avant minuit ce soir. Donc, et demain, de nouveau, il y aura autre chose. Allez, donc, on passe à la suite. Chers amis du PP, mardi 23 février, 9h du matin ou un peu plus, là le soleil est en train d'émerger et vous me croirez ou vous ne me croirez pas, la station météo indique quasiment 9 degrés et cette nuit mes sondes ne sont pas descendues sous les 4 degrés. Donc un jour
je vous ferai une synthèse de ce que je pense à propos du réchauffement climatique. Il y a encore un commentaire sur YouTube qui m'a un peu chauffé, on va dire. Voilà. Retour donc sur cette parcelle qui à un moment donné apparaît dans la vidéo précédente lorsque je fais le tour du jardin. Donc parcelle dont j'avais expliqué qu'elle est restée en sol nu suite à la récolte de pommes de terre et de patates douces qui se trouvaient par ici. Donc sous une épaisse couche de foin, les pommes de terre, pour éviter qu'elles ne verdissent, et par conséquent, la récolte, pour la récolte, je prends une fourche et je dégage ce foin des deux côtés. Ici, on ne le voit plus, ici, on le voit encore. Je ramasse mes pommes de terre et j'ai laissé à nu, en général après pommes de terre, j'attends les repousses de mâches durant l'automne et l'hiver. Alors repousse de mâches parce que, comme je l'indique dans cette vidéo, je prends soin de disséminer des graines à partir de pieds de mâche montés en graines ailleurs. Donc, et ça, je le fais au moment où les pommes de terre poussent, hein, donc parce que la mâche va monter en graines là, mars, avril. Enfin, les graines seront mûres en mars-avril. Donc, là où j'aurai des pommes de terre, je prends ces pieds de mâche et au lieu d'égrainer, de mettre ça dans des petits containers et puis de semer à l'automne, ben, je passe tout simplement entre mes rangées de pommes de terre, je tape sur mon jeans, les graines tombent par terre et lorsque je vais récolter les pommes de terre, alors bien sûr une partie des graines seront parties avec le foin et puis d'autres auront traversé le foin et se trouveront sur le sol et ça va donner ces mâches qui lèvent spontanément. Alors ici, insuffisamment, hein, à mon goût. Donc soit je n'avais pas assez secoué, soit c'était trop resté dans le foin, soit un mangeur de graines, hein, des fourmis qui mangent des graines ou je ne sais pas quoi, sont passés par là et ça ne s'est pas produit comme je l'aurais souhaité. Je vais néanmoins donc récolter tout ce qui est récoltable, donc ces mâches-là. Celles qui sont petites, je les laisse encore parce que donc j'ai déjà commencé hier. Je vais continuer mes plantations d'ail et d'aliacées. Donc je vais rapidement faire un point sur cette question. Je viens de dire rapidement, ceux qui me connaissent ont compris, c'est une connerie. Évidemment, je ne sais pas combien de temps je vais mettre pour vous parler des aliacées. Alors là, c'est de la cardamine hein, que j'avais mise dans l'autre vidéo. J'ai bien plus de cardamine que de mâche, ça tombe bien. À ce petit stade, là, qu'on est toute rikiki, c'est une salade tout à fait délicieuse. Très vite, elle va devenir plus fibreuse, très vite monter en graines et fleurir. C'est une adventice, hein, donc c'est une plante qui doit se défendre. Elle existe encore parce qu'elle se défend et elle a des moyens de se reproduire très efficacement toute seule. Voilà, il y a tout plein de petites mâches. Donc finalement, ça n'a peut-être pas levé assez vite. Alors cardamine qui est présente parce que tout simplement, il y a eu des pieds spontanément et que cette cardamine, quand elle fleurit, elle forme ce qui s'appelle des siliques chez les brassicacées, hein, donc la famille qu'on appelait anciennement les crucifères, qui, en s'ouvrant brutalement, soit parce qu'il y a un peu de vent, soit parce qu'il pleut, va projeter les graines très très loin. Et donc normalement, quand vous laissez quelques cardamines monter en graines, vous aurez l'année d'après beaucoup de cardamines. Quelques-unes de mes plantes couvrantes favorites, et donc là, comme je viens de vous le dire, tout plein de petites mâches
que je laisse. La seule chose que éventuellement je dégomme, il n'y en a pas beaucoup, mais quand même un tout petit peu. Par exemple ici, un laitron, donc une adventice qui monte assez haut, qui forme beaucoup de graines avec des petits parachutes qui s'envolent partout. Donc le laitron est par exemple une plante que je vais là sélectionner et dégager. C'est comme ça donc qu'au fil du temps, je vais arriver à avoir ce que j'appelle les adventices sympas, une forte domination d'adventices sympas et très peu d'emmerdeuses. Donc d'adventices qui montent et qui m'étoufferaient. Là, s'agissant par exemple d'ail que je suis en train de planter, l'ail n'est pas une plante qui, au niveau des feuilles, est très très couvrante. Donc ail, oignon, échalote, etc. sont des plantes très très sensibles à la pression des adventices parce qu'elles se feraient très vite déborder par ces adventices de type laitron, de type kénopode, de type senson. Et donc, en général, la culture de ces Alliacées est assez exigeante en travail ou alors en culture commerciale, intensive. Cela se fait sur bâche plastique, hein, ce que bien évidemment, je ne vais pas faire. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet, j'évite de me lever parce que je vais encore me couper la tête et quelqu'un va me faire la remarque. Deux choses. On a ici donc ce qu'on peut appeler un sol qui s'est un peu dégradé du fait qu'il était resté à nu. Je vous ai expliqué dans la vidéo précédente que ce n'est pas si dramatique, à condition bien évidemment de reprendre les choses en main et de ne pas continuer cette dégradation. Donc, bien que le sol soit dégradé, certains vont être surpris peut-être de me voir planter directement là-dedans. Oui, je ne travaille pas la terre et donc même dans ce sol un peu dégradé et un peu compacté, j'ai confiance. J'installe ici mon ail, plus tard les échalotes, on parlera des oignons, c'est une autre affaire. Et j'ai absolument confiance que non seulement ça va pousser, mais que ça va très très bien pousser, que ça va donner une production assez époustouflante, sans rien faire, et qu'au final, je retrouverai une terre beaucoup plus meuble que ce que j'ai là. Par quel miracle? Je vais essayer de vous expliquer ça au cours du processus. Notez quand même que contrairement à ce que j'ai fait dans la vidéo précédente où j'ai fait la visite, j'évite de trop piétiner le sol en sortie d'hiver tant qu'il est humide. Là, il est humide, mais il est ressuyé. Hein. Donc, ça fait 8 jours au moins, je pense, qu'il n'a pas plu. Et donc, c'est ce qu'on appelle une terre très, très humide. La réserve en eau du sol est pleine, mais l'excès d'eau s'est drainé en profondeur à travers la porosité du sol et aussi à travers les canaux, toutes les galeries qu'ont construit les vers de terre. Donc c'est un sol ressuyé, mais si je marche dessus, à chaque endroit où je fais un pas, ça va être du béton. On peut le voir là-bas devant. Je vous filmerai ça en gros plan. Vous verrez que sur ce petit passage-là que j'utilise et où je ne cultive rien pour arriver sur mes planches, c'est extrêmement compacté. Et donc pour le reste, je circule tout le temps sur des planches. Alors vous allez me dire que
je suis un peu con, et j'avais qu'à faire des allées. Vous oubliez que ce potager, mis à part l'allée centrale et les rangées, ce qu'il y a entre les deux rangées de cassis, et ici autour de la table, il n'y a aucune allée latérale. Donc je commence à cultiver en haut et je continue sans jamais faire d'allée. Bon, je crois que je vais aller m'asseoir là parce que mes articulations, quand je me mets en accroupi comme ça, peinent un peu. Donc je cultive, au fur et à mesure que j'avancerai, je continuerai de récolter les grosses mâches, celles qui sont suffisantes pour être mangées. Donc ça, ce sera mon repas de midi. Et le reste, je laisserai grandir. Donc j'en étais aux allées. Qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai constaté une chose extrêmement simple que chacun d'entre vous peut constater. Qu'une allée, c'est une perte de place. Ça occupe un espace qui n'est pas productif. J'ai constaté que, vu que je prône le zéro travail, que j'essaye de tendre le plus possible vers ne rien faire, mis à part récolter, ce serait stupide de maintenir des allées pour ne rien faire. Ce serait d'autant plus stupide que vous remarquerez tous qu'à partir de ces allées, il y a un certain nombre de plantes qui sont des fois rampantes. Je pense par exemple au trèfle blanc qui fait des tiges rampantes longs de 20 cm et donc qui vont immanquablement, vous mettez une petite allée, donc vous pensez qu'elle est large comme ma planche, mais si vous la laissez verte, vous aurez là-dedans du trèfle blanc. Le trèfle blanc rampant aime bien les zones piétinées, il adore ça. C'est ça qui le fait partir sur le côté. Et donc, vous partez d'une planche qui fait 20 cm, mais à partir de là, vous aurez le trèfle qui vous envahit de 20 cm ici et de 20 cm là. Et vous allez être enquiquiné. Une emmerdeuse royale dans ce type de système que j'ai un peu ici, un peu là-bas, c'est la potentille. La potentille, ça va beaucoup plus loin. Ça fait des chapelets comme ça de petits, un peu de stolons. C'est la méthode du fraisier, le stolonnage. Et donc, ça part d'ici, de votre allée, et ça fait un stolon ici, un stolon là, un stolon là, un stolon là et un stolon là. Et vous aurez tout ça qui sera envahi et vous serez obligé de nettoyer, de biner, de couper avec les couteaux, etc. Donc moi j'ai décrété que tout ça c'est des emmerdes parfaitement inutiles et donc je commence à cultiver et ça continue en continu sans allées. Et donc mes allées en fait ce sont les planches et elles sont mobiles. Quand je vais récolter, vous allez me dire réfléchissez 2 minutes, cet ail, je vais le récolter, on va dire juillet-août, quelque part par là-bas, ou l'échalote qui est ici. Mon sol sera parfaitement sec. Parfaitement sec. Et donc je peux venir avec toute ma famille, on peut faire une danse sur ce sol sans abîmer sa structure. Il est sec. Au contraire, s'il y a des mottes, le fait de les piétiner va les éclater. Donc j'ai décrété que les allées latérales sont des emmerdes et n'apportent strictement rien dans mon système. Et donc je les ai supprimées parce que chaque fois quand quelque chose me paraît logique, une pensée me paraît cohérente, je ne fais pas ces magnifiques petits jardins de curé, de machin que vous voyez dans les revues type maison et jardin où tout est tellement si mignon. Mais qu'est-ce qu'on se fait chier à voir ces trucs aussi mignons pour rien. Donc ça c'est ce que j'appelle le jardinage corvée, celui que je ne veux plus voir. J'ai souffert quand j'étais jeune, je suis vacciné à jamais. Bon, la nuit est tombée entre-temps. Je vais insérer une petite coupure parce que cette histoire d'allée
est finalement assez symptomatique de ce que j'appelle les errances de l'esprit. On constate que l'allée, très vite, il y a des plantes envahissantes, telles que celles que j'ai montrées. Il y en a un autre qui est aussi extrêmement invasive que j'ai en bas du potager, qui est l'Achillée millefeuille, qui drageonne aussi de façon souterraine comme ça et qui gagne 20-30 cm facilement en une saison. Alors, on a décrété qu'on voulait une allée, puisque effectivement, celui qui arrose tout le temps, qui jardine, qui traite, il doit circuler entre les planches. On a décrété qu'il fallait une allée, et pour éviter ces ennuis, on met des bordures. Des bordurettes en béton, des bordurettes en bois. En bois, elles pourrissent assez vite, en béton, elles durent. Et récemment est apparue la mode des carrés pour contenir tout ça. Sauf que on ne se rend pas compte qu'avec ces bordurettes, avec ces carrés surtout, on freine considérablement, on perturbe considérablement la circulation d'un certain nombre d'auxiliaires, tels les coureurs de type carabe, de type staphylin, selon la hauteur des carrés qu'on a fait, éventuellement les orvées, dont je rappelle que c'est un prédateur des limaces extrêmement efficace, les staphylins et les carabes également. Petit à petit, donc, on se crée des problèmes en essayant de résoudre un problème, tout ça pour finir avec des béquilles chimiques et la lutte avec des produits chimiques pendant toute une génération. Alors maintenant, on se rend compte que tout ça est nuisible, alors on peste contre les limaces. Eh oui, mais ce problème-là, on se l'est créé en partie, hein, il y a tout plein de facteurs qui jouent, mais un des facteurs qui joue, c'est les bordures, ou alors on bétonne les allées de façon à ce que les plantes que je vous ai montrées ne puissent pas drageonner ou stolonner, mais du coup on a un désert biologique à cet endroit-là qui ne va pas non plus beaucoup attirer certains des auxiliaires que je viens d'évoquer. Et donc c'est assez rigolo hein, quand on prend ça du point de vue du cheminement de la pensée des gens. En gros, si je résume, pour résoudre un problème, on crée un bordel qui va créer un problème et au bout, on aura ce qu'on appelait l'agriculture ou le jardinage intensif parce qu'il faut trouver des solutions aux problèmes qu'on a créés. C'est ce qui s'appelle, en termes très simples, marcher sur la tête. Voilà, et donc je trouve que c'est bien plus logique de dire je ne travaille pas, donc je plante à partir d'une planche, je vais encore mettre ma couverture avec ces planches, et puis après, 3 mois tranquille en attendant la récolte, qui, comme je viens de le raconter, se fera au moment où le sol est sec, et je danserai dans tous les sens. Quand je récolterai les tomates, vous allez me dire, là je serai obligé d'y aller, pas tous les jours, mais tous les 2-3 jours, et bien, le sol sera sec, puisque je n'arrose pas mes tomates. Et donc je pourrais circuler en vélo, en mobilette. Il faut arrêter de se créer des problèmes si on ne veut pas se mettre dans des impasses. Petit coup de gueule en passant, et on va continuer. Alors voilà pourquoi sur ces allées, et la conséquence évidemment, qui est elle malheureuse, parce que rien n'est jamais parfait. Ne pensez pas du tout que mon système est parfait. C'est un arbitrage entre des avantages et des inconvénients. La conséquence est que mes cultures sont alignées
et que j'ai tendance, pour de simples raisons pratiques, de regrouper les mêmes espèces. Donc là, j'ai déjà mis 2 rangées d'ail, je vais encore en mettre 2, 3 parce que ça me fait chier de prendre ces planches et d'aller là-bas pour faire 2 rangées d'ail et puis ramener ces planches quand je vais planter les salades et puis ramener les planches là-bas quand je vais planter les choux, etc. Donc j'avance en front au détriment de la biodiversité et au détriment de certains effets des associations qui, à mon sens, dans un système vivant comme ça, sont tout à fait mineurs. Ce n'est pas que ça n'existe pas. Il faut toujours ranger vos critères. Si vous n'avez pas 150 000 euros, vous évitez de louer un jet privé pour aller prendre des vacances aux Baléares. Vous y allez avec votre bagnole. Donc ça, c'est un arbitrage que tout le monde fait. Et bien de la même façon, j'arbitre, c'est plus peinard de cultiver comme ça au détriment de la biodiversité de mes cultures. Comme vous avez pu le voir, j'obtiens quand même des rendements, notamment sur les Alliacées, tout à fait extraordinaires. Alors, plantation d'ail donc au printemps. Qu'est-ce que je suis en train de planter? Et puis plus exactement, quelle différence entre un certain nombre d'ail dits d'automne et d'ail que j'ai ici, dit ail de printemps. Alors, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la différence n'est pas une question de résistance au froid. Tous les ails sont nettement, fortement résistants au froid. J'avais incrusté dans la vidéo précédente les images de cet ail d'hiver qui perce la neige, exactement comme les crocus appelés perce-neige, et dont vous pouvez voir qu'ils n'ont aucun dégât. L'ail est très très résistant au froid. Donc quand je parle de l'ail, je parle des feuilles d'ail si elles sont sorties. Je ne parle pas de l'ail qui est sous terre. L'ail qui est sous terre, il peut y avoir un froid sibérien pendant je ne sais pas combien de temps et il ne bougera pas. L'ail qui a pointé à travers le feuillage, là, le mélange feuilles tonte de gazon que j'ai mis là, a supporté les -9, -10 qu'on a connus, tout en perçant la neige. Donc l'ail, qu'il soit d'automne ou celui-là, ail de printemps, il y a déjà des butineurs, hein, voilà. Donc c'est déjà parti. Et notamment les véroniques de Perse, les premières véroniques de Perse, chez moi, sont en train de fleurir. Et hier, j'ai vu pas mal d'abeilles, je pense des abeilles sauvages, qui sont venues butiner mes véroniques de Perse. Donc vive les véroniques de Perse. L'ail est résistant au froid. Il n'y a pas de différence significative au niveau de la résistance au froid. Ce n'est pas du tout ça qui fait qu'on a tendance à classer. Vous savez, quand l'homme classe, il y a toujours un problème de limite. Donc on a tendance à classer, c'est pour ça que j'utilise ce mot, tendance à classer, en ail d'automne et ail de printemps. Il y a une différence qui est tout autre et qui passe inaperçue, et vous allez voir que c'est très intéressant de le savoir et de le connaître, qui est la question de dormance. Alors allons-y pour la dormance. Je vais prendre une tête. Voilà une belle tête d'ail qui a été récoltée, on va dire, en août. En août, cet ail, comme celui que j'ai planté, que je ne peux plus vous montrer, était dormant. C'est-à-dire que les petites gousses que vous avez là-dedans ne poussent pas. Tout simplement parce que ça roupille. Donc, vu que c'est dormant, vous pouvez conserver ces gousses sans aucune difficulté. Et la distinction entre ail d'automne et ail de printemps, c'est avant tout
une question de longueur de cette dormance. Cette ail-là, je peux défaire sa tête et vous ne voyez nulle part encore de petits... Oh, il est coriace. Vous voyez nulle part de petites pousses, de germes, qui est en train de pointer. Il est encore à ce stade tout à fait dormant. Hier, quand j'ai défait les dernières têtes d'ail dit d'automne, il y avait de temps en temps des pousses. Donc, l'ail de printemps a une période de dormance beaucoup plus longue que l'ail dit d'automne. Donc, c'est des caractères génétiques. Alors maintenant, raisonnons. Si cet ail dormant, je l'avais planté à l'automne, je l'aurais mis en terre, il dormait. Donc il dormait, rien ne se serait passé. Peut-être ce printemps-là, il sortirait. Je dis peut-être parce que peut-être aussi que durant l'hiver, dans l'humidité du sol, il aurait pourri. Peut-être que durant l'hiver, un rongeur serait passé par là et l'aurait niaqué. Et par conséquent, on a pris l'habitude de planter cet ail de printemps au printemps, vu qu'il est dormant, et vu que du coup, c'est moins risqué de le planter au printemps. L'ail d'automne, donc je ne peux plus vous montrer puisqu'il est en terre. Alors là, par exemple, c'était un sachet d'ail violet germidour. L'autre était un sachet d'ail de la variété blanc, classé blanc, de la variété Terrador, qui sont plutôt des ails d'automne. Donc eux, hier, quand j'ai défait, certaines des gousses étaient déjà en voie de germination, ce qui ne m'empêche pas de les mettre en terre. Ceux que j'avais mis en terre donc, sont sortis plus tôt, mais je peux donc les mettre à l'automne et je peux encore les mettre en début de printemps. Puisque dans la mesure où ils ne sont pas dormants, il ne faut pas que j'attende trop longtemps parce que sinon je vais abîmer les gousses. Mais l'ail d'automne, on peut aussi le mettre au printemps. L'ail de printemps, c'est un peu con de le mettre à l'automne puisqu'il ne poussera pas, il est dormant. C'est pas tout. C'est pas tout. Il faut savoir que l'ail est une plante qui est sensible à ce qu'on appelle la photopériode, donc la longueur du jour, et avec des différences dans les variétés, mais en gros, l'ail va arrêter sa croissance, va former ses bulbes lorsque les jours cessent de s'allonger. Donc quelque part vers juin, la lumière est un signal pour l'ail qui lui dit « aïe, 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 l'été est presque derrière nous, il est temps de faire des réserves parce que ça, c'est ma succession pour l'année prochaine. » Normalement, ça reste en terre, dans la nature. Et donc, il se précipite et quoi que vous fassiez, il arrête sa croissance, ses feuilles transfèrent les réserves qu'elles ont dans les gousses, dans les bulbes, et finissent par se dessécher. Et à ce moment-là, vous comprenez bien l'intérêt de mettre très tôt les aliacées. Donc c'est une des premières choses qu'il faut faire au printemps. J'ai mis une épine. À l'exception des oignons, je vous ferai un petit couplet sur les oignons. Donc, si vous mettez l'ail, là, comme je l'ai fait en novembre, on va dire, sans doute en novembre, et qu'il est déjà dehors, donc on est là, 23 février, j'ai dit tout à l'heure, il est déjà en train de faire de la photosynthèse. Il est déjà enraciné, donc il a déjà créé son système racinaire, et au fur et à mesure que les températures vont remonter, il va faire de la biomasse. Donc on va dire qu'il a
février, on ne va pas compter février, mars, avril, mai, juin, juillet. Il a 5 mois devant lui pour bourrer ses bulbes. Et donc, il est évident qu'il produira plus que cette taille de printemps que je vais mettre maintenant, qui va mettre quand même une quinzaine de jours à sortir. Donc, on sera mi-mars. Allez, pour les besoins de la démonstration, on va dire que j'étais un mauvais jardinier. J'ai seulement pensé à mettre cette taille début avril. Et il est donc prêt à sortir vers le 15 avril. Donc, vous comptez mai, juin, juillet, 3 mois et demi. Et vous, de façon tout à fait évidente, cette taille de printemps mis trop tard produira nettement moins que l'ail d'automne qui est déjà en place. Et c'est la raison pour laquelle, quand on le peut, quand le terrain le permet, il est conseillé de faire de l'ail d'automne, d'autant plus, je le répète, que l'ail ne craint rien, question gelée. J'en ai fait la preuve dans la vidéo précédente. J'ai sans doute, mis à part les gens qui ont des climats de montagne, qui sont au cœur du Massif central, au cœur des Alpes, au cœur du Jura, qui ont des conditions encore plus sévères au niveau des températures négatives que moi, mais je suis quand même un des jardiniers qui a des conditions hivernales de température basse parmi les plus sévères. Et vous pouvez vérifier, tout est là. Alors, on va terminer sur cette histoire de longueur du jour. Donc, mettez l'ail et les échalotes, on verra que c'est la même chose, le plus tôt possible. Ce sera un gage de rendement. Il y a un seul problème qui peut se passer, que moi je n'ai pas évidemment, c'est les stagnations d'eau. Les alliacées n'aiment pas avoir les pieds dans l'eau et ont des racines qui pourrissent relativement facilement dès que l'eau stagne. Alors moi j'ai de la pente donc, et un sol relativement drainant du fait de l'activité des vers de terre. Quand vous avez des terrains beaucoup plus lourds et plats, là il peut être tout à fait conseillé de bomber, je n'ai pas dit de construire des buttes, j'ai dit de bomber votre sol de façon à ce que les excès d'eau coulent vers les allées et que vous ayez au milieu une partie de ce bombage, ce qu'on appelle des billons, ça s'appelle des billons. Le cœur des billons est hors sol humide. Et donc, dans ces conditions-là, ça peut être intéressant de billonner, mais seulement dans ces conditions-là. Je serais vraiment un fada, mais alors à ce moment-là, au vrai sens du terme, je me traite souvent de fada au sens, je suis un jardinier fantaisiste, mais je serais un jardinier vraiment con si je billonnais ici alors que mon terrain est en pente et qu'il est relativement drainant. Je rappelle que mon sol est argilo-limoneux, de par la granulométrie analyse de sol. Donc ce n'est pas du tout, comme beaucoup le pensent, un sol naturellement merveilleux. Il a des bonnes qualités, les limons sont fertiles mais sont battants. Oui, j'allais dire, je vais terminer sur cette histoire de longueur du jour, de dormance, parce que cela influence aussi la conservation. Donc, ces oignons de printemps, qui ont donc génétiquement une longue dormance, se conservent mieux que les oignons d'automne, qui génétiquement ont une période de dormance beaucoup plus courte. Je ne vais pas donner de chiffres bien arrêtés, mais en gros, considérez que les oignons d'hiver, vous allez les récolter en août et vous les plantez en octobre et ils germent. Donc ils ont en gros 2 mois, 3 mois de dormance. Si vous gardez les têtes dans votre cave, au bout de ces 3 mois, ils vont germer. N'oubliez pas que ça, ce n'est pas une graine.
ça c'est un organe de réserve, et tout comme les pommes de terre, il y a là-dedans assez d'eau, assez de nutriments pour germer. Vous les posez n'importe où, sur le rebord de votre fenêtre, ils germent. Ils n'ont pas besoin de sol, contrairement à une semence. Un grain de haricot, qui est une semence déshydratée, vous le mettez sur le rebord de fenêtre, si vous ne l'arrosez pas, si vous ne l'imbibez pas avec un buvard, jamais il ne va germer. Donc, bien qu'on parle de semences, on n'a pas des graines ici, hein. C'est un petit bout de plante que vous avez en main. Et donc, tout à fait normalement, ces variétés d'automne à petite dormance, à courte dormance, vont germer plus vite dans vos réserves. Donc l'ail de printemps, donc là j'ai deux variétés, d'un côté Flavor et de l'autre côté Clé d'Or, se conserveront beaucoup mieux, et donc au moment de la récolte, il va falloir que je les distingue. Ceux-là, je peux les manger, vous voyez là, ils sont encore nickel, donc si ce n'était pas mes semences, je pourrais tout à fait encore les manger sans que cela ne germe dans les semaines et en les gardant au frais dans les mois qui viennent. Hein. Donc ce sont des ails de conservation par la même occasion, je dirais par la conséquence de la même génétique. Quel con, quel admirable con, et j'écris dans mon livre, en parlant de moi, donc j'ai le droit, ça n'a rien d'insultant, ou j'ai le droit de m'insulter moi-même. Non, j'ai complètement oublié un autre aspect très important. Alors d'une part, il y a une partie dans mon potager, une partie expérimentale. Alors expérimentale est un bien grand mot, je fais des essais pour y voir plus clair. Vous êtes nombreux à me poser des questions. J'évite de raconter ce qui est écrit dans les livres et ce qui est communément admis. Vous connaissez mon opinion, c'est truffé de conneries, jamais vérifiées, recopiées les uns sur les autres. Un auteur en 1920, Verdier, a écrit ceci, et depuis, de guide en guide, on recopie ce que Verdier a écrit. J'y viendrai tout à l'heure à propos des écartements. Non, donc j'aime bien vérifier, et donc j'ai planté un maximum d'ail d'hiver à l'automne, mais ces deux rangées, soigneusement étiquetées, parce que j'essaye de faire des efforts pour ne pas toujours oublier les essais, donc j'ai des étiquettes, j'ai le stylo avec moi, il doit même y avoir un petit bloc-notes, donc j'essaye de mettre de l'ordre dans mes idées. Donc j'ai deux rangées de la même variété, et je vais donc pouvoir comparer l'impact qu'a la plantation tardive, donc en sortie d'hiver, de ces ails d'hiver sur les rendements. Est-ce que c'est un peu, est-ce que la différence est visible, est-ce qu'elle n'est pas visible? Voilà, donc ça c'est un essai, c'est pour ça que je plante encore en ce moment de l'ail d'hiver. Donc j'avais gardé 2 gousses de chaque, sinon j'aurais tout planté à l'automne. Hein. Donc, mais voilà, comme je suis curieux. Non, je voulais préciser ou m'expliquer sur le fait que vous voyez là des sachets du commerce et pourquoi je dépense de l'argent à acheter ces semences. Pour 2 raisons majeures. La première, c'est que pour avoir une variété, il faut bien commencer à l'acheter. Et donc, je n'exclus pas du tout. D'ailleurs, l'an dernier, une partie de ma production était issue de mes propres têtes que j'avais récoltées. Alors, j'ai là, vous allez dire, ça c'est vraiment des belles têtes, et vous avez raison, elles sont bien, bien grosses. Il se peut que ce que je vais récolter sera plus petit. Ne vous inquiétez pas, vous êtes dans un système
quand il s'agit de bulbes, ici donc l'ail, mais même chose pour les échalotes, même chose pour l'oignon si vous ne le semez pas, si vous utilisez les petits bulbes. Même chose bien sûr pour tout ce qui est pommes de terre, pour tout ce qui est patates douces, etc. Vous êtes dans ce qui s'appelle la reproduction végétative, ce qui, du point de vue botanique, est un clonage. Donc, je vais planter ce machin-là. Il y a là-dedans une combinaison de gènes que je ne vois pas. Je vais récolter, alors on va dire que ma culture va être particulièrement ratée parce que je n'ai pas pris soin de bien préparer la terre, parce que je n'ai pas fertilisé comme c'est écrit dans les guides, parce que je n'ai pas biné 3 fois comme c'est écrit dans les guides. Donc on va dire je vais ramasser des toutes petites têtes ridicules comme ça, j'en ai pas pour vous montrer. Et c'est bien fait. Et effectivement, ce sera bien fait. Néanmoins, la génétique qu'il y aura dans ces petits bulbes sera rigoureusement la même que ça. Hein, on est là dans une reproduction par clonage. Si il y a une telle différence de taille entre ce magnifique bulbe et le mien qui sera rikiki, c'est les conditions de culture, fertilité du sol, météo, refus d'arroser, parce que bien évidemment je vais arroser rien du tout de tout ça, et qui vont faire que la taille est différente. Génétiquement, ce sera la même chose. Par contre, il se produit avec ces multiplications végétatives quelque chose qui est insuffisamment connu des jardiniers amateurs, les professionnels le connaissent très bien, qui est le colportage d'un certain nombre de maladies ou de parasites. Donc peuvent se colporter chez les Alliacées, ce n'est pas trop le cas, bien que ça existe, hein, des virus. Alors chez les Alliacées, quelle est la peste, on va dire? La peste, c'est des nématodes, des petits vers microscopiques que vous ne voyez pas à l'œil nu et qui peuvent se nicher là entre les racines, qui sont dormants et qui vont se développer avec ce germe quand je vais le mettre en terre et ensuite sucer ses racines. Et donc ce qui va se passer presque immanquablement, si je prends cette belle tête et que je la cultive de façon idéale, donc ça, je devrais à peu près obtenir la même chose. Idéal étant au sens agronomie classique, je mets les engrais comme il faut, j'arrose comme il faut, parce qu'au moment de la formation de bulbes, les Alliacées sont assez sensibles au manque d'eau. Manque de bol, ça coïncide avec juin-juillet, donc au moment où moi je refuse d'arroser et où, en général, l'eau manque dans mes sols. Donc on va les cultiver de façon tout à fait parfaite et malgré tout, on va constater que ça va dégénérer, comme disent les gens. Alors, ils disent dégénérer parce que dans leur tête, quelque part, c'est la génétique qui se dégrade. Or, je viens de vous expliquer que non. Tant que j'utiliserai des descendants de ces gousses, ils auront rigoureusement la même génétique, qu'ils soient petits, grands, etc. Ce qui va expliquer la dégénérescence, c'est l'installation progressive de ces formes de maladies, donc chez l'ail surtout de ces nématodes. Et donc à un moment donné, quoi que vous fassiez, il est utile, enfin vous faites ce que vous voulez, vous pouvez continuer à cultiver des petits bulbes si ça vous satisfait, c'est très très bien, hein. Je ne veux pas faire de pub pour personne, la marque n'apparaît pas donc je peux y aller, mais à un moment donné, pour ma part, je reprends des semences du commerce qui portent cette étiquette bleue. Cette étiquette bleue, elle dit quoi? C'est marqué SOC, le service officiel de contrôle, et donc ça veut dire que durant la culture,
l'entreprise, le paysan qui a produit ces bulbes de reproduction, vendus comme semences, certifiés comme semences, a été inspecté. Ces champs ont été contrôlés. Éventuellement, la marque qui diffuse ce sachet aura été contrôlée pour savoir si elle a bien vérifié qu'il n'y ait pas de maladie. Et donc, dans ces conditions-là, elle est autorisée à apposer cette étiquette qui veut dire que, quasiment à coup sûr, parce que dans le commerce, il y a toujours un ratage possible, personne ne va examiner un bulbe après l'autre. Hein. On inspecte un champ. Et s'il y a une zone où il y a des maladies, où on trouve des nématodes, c'est le champ entier qui est détruit. L'agriculteur aura tout perdu, il n'aura pas le droit de livrer ces produits comme semences. Il aura le droit de les manger et de les vendre comme produits dans les magasins, mais pas comme semences certifiées. Voilà donc ce qui se passe avec ces semences certifiées. Et voilà donc pourquoi, la deuxième raison pour laquelle vous me voyez exhiber un certain nombre de ces sachets. Là, je suis en phase de constituer mon stock de variétés qui me paraissent les plus indiquées à ma situation. Donc, de temps en temps, dans un catalogue, je tombe sur quelque chose et je me dis, tiens, ça, ce serait intéressant ici, et donc, j'achète. Deuxième raison, c'est que même maintenant, supposer que Terrador, et j'en suis à peu près certain, va très bien se comporter chez moi, je vais peut-être le réutiliser 2, 3, 4 ans, j'observerai, et quand je verrai que ça se réduit, bien évidemment, je vais repartir d'un sachet du commerce. Se rajoute à ça, bien évidemment, qu'à cet endroit-là, il n'y avait pas d'ail l'an dernier, parce que sinon, si je remets l'ail année après année ici, bien sûr, les nématodes, qui sont des nématodes spécifiques à l'ail, resteront dans le sol, et j'ai beau acheter une semence qui est indemne, je la mets dans un sol qui est contaminé, et bien évidemment, le plant va se contaminer tout de suite. L'idéal étant des rotations très très longues, hein, pour casser complètement ces cycles de parasites, c'est au bas mot 5-6 ans, ce qui est pratiquement infaisable dans mon potager, dans une petite surface comme ça. Il est évident que je n'ai pas assez de surface pour que la rotation soit possible sur 5-6 ans avec des cultures qui occupent, on va dire, des grosses places, les pommes de terre. Je fais pas mal d'Aiacées, donc pareil, Aiacées, je n'ai pas 6 fois la surface qu'il faudrait. Même chose pour des choux. Pour d'autres, c'est facile. Quand vous avez une rangée de persil, je peux pendant 15 ans faire une rotation et ne pas remettre le persil au même endroit. Bien que je le mette en bordure d'allée pour éviter de piétiner avec mon système, et donc je n'ai pas tant de bordure que ça non plus, mais 6 ans sans aucun problème, ça tient. Donc rotation, rachat de nouvelles semences de temps en temps, et rachat de nouvelles semences, c'est pas prendre les semences de mon ami machin truc, parce que mon ami machin truc, lui, il n'a pas les compétences pour observer si oui ou non il y a ces fameux nématodes dans ces têtes d'ail. Alors sur les pommes de terre, c'est plutôt des viroses. Quand on parlera des pommes de terre, je vous parlerai des viroses. Voilà donc, variété de printemps, variété d'automne, dormance, longue dormance, donc bonne conservation. Je reviens là-dessus parce que je suis stupéfait sur le fait que on ne vous parle presque jamais. Démentez-moi si vous avez été sensibilisé à ça, de l'aspect conservation dans les critères de choix des variétés. On vous parlera des couleurs, on vous parlera rendement bien sûr. Les agronomes un peu moins mauvais vous parleront résistance à des maladies parce qu'il y a des différences de résistance. On vous parlera beaucoup de précocité parce que ça c'est l'obsession des jardiniers, être le premier.
j'ai rarement lu quelque chose sur les critères de conservation. Or, pour toutes ces plantes que je viens d'évoquer, aliacées, mais aussi pommes de terre, ceci est lié, hein, comme ce ne sont pas des graines, une fois de plus. Donc, c'est un morceau de végétal qui peut à tout moment produire des germes, puisqu'il a l'eau qu'il lui faut et les réserves. Ces critères de dormance sont génétiques et sont absolument essentiels. Entre une pomme de terre, j'ai déjà des pommes de terre qui sont en train de germer. J'ai une variété bleue, elle est totalement germée, elle est même boulée déjà. Donc, je vous parlerai de tout ça. Un des critères essentiels, c'est de pouvoir conserver, et donc de façon tout à fait stupéfiante, bien que cela soit noté, hein, par exemple pour les pommes de terre, vous trouvez dans les catalogues du GNIS, du groupement national interprofessionnel des semences, ou sur le site d'Arvalis, vous trouvez des catalogues de variétés, 300, 400 variétés, je ne sais plus combien, et vous avez une notation pour à peu près tous les critères de culture, rendement, résistance à l'ensemble des maladies connues, dont les maladies virales que je viens d'évoquer, et vous avez l'aptitude à la conservation qui est notée. Les gens ne semblent pas regarder ça, alors après ils s'énervent parce que dès janvier, leurs pommes de terre germent. Ben oui, vous avez pris un truc qui est peut-être rigolo, la bleue de machin truc. Et ben, la bleue de machin truc est une variété connue pour très mal se conserver. Alors faites ça parce que c'est rigolo, mais mangez-les en octobre, novembre, décembre, parce que vous savez que dès fin décembre, elles germent, et ayez d'autres variétés pour pour la conservation, pour encore avoir des pommes de terre qui n'ont pas germé en février. Voilà, donc pensez conservation. Voilà, donc j'étais en train de parler donc, de ces questions de dormance, et donc in fine ce problème de colportage d'un certain nombre de maladies chez toutes les plantes qu'on multiplie par la voie végétative. Hein. Donc ce que je viens de dire là s'applique à peu près tout ce qui se multiplie végétativement, y compris donc ce qui se bouture, y compris ce qui se greffe. Donc il y a beaucoup de variétés de fruitiers, etc. Oh merde, j'ai coupé un peu, j'ai blessé. C'était pas une bonne idée, mais ils sont tellement résistants. Donc les fruitiers aussi, hein, vous avez beaucoup de variétés de fruitiers qui sont dégénérés parce qu'elles ont de façon irréversible des viroses. Les plantes ne guérissent jamais de ces viroses, elles dégénèrent, elles ne meurent pas non plus, hein. Donc elles dégénèrent, elles sont moins productives, elles sont moins performantes, elles sont éventuellement moins jolies, hein. Les feuilles sont souvent gaufrées, il y a un certain nombre de signes qui montrent que la plante est en train de souffrir. Allez, j'arrête là-dessus parce que la caméra va me couper. Ah ben ça commence bien, je tombe sur une galerie de râteaux-pieds. Je ne sais pas s'il voudra jouer aux vampires, enfin se protéger contre les vampires, et s'il viendra bouffer mon ail. Bon, alors comment est-ce que je plante? J'ai évoqué à l'instant, enfin il y a quelques instants, la question des écartements et de ce que vous trouverez dans les guides. Pour ma part, ayant fait le constat que l'ail a des feuilles assez fines qui montent très haut et qui couvrent très mal le sol, ayant fait aussi le constat que mon sol est relativement fertile pour de l'ail qui n'a pas besoin de beaucoup de fertilité,
je plante relativement serré. Donc ça doit faire une douzaine de centimètres. Donc d'écartement sur le rang, ce qui est assez dans les normes. Par contre, ce que vous n'avez pas vu, mais c'est que j'avance la planche à chaque rangée d'à peu près la même chose. Alors que vous verrez très souvent des guides dans lesquels on vous indique qu'il faut écarter. Alors on vous dit toujours il faut. Je ne comprends pas comment on peut guider et conseiller quelque chose et être aussi injonctif, hein, aussi donner des ordres comme si on avait la vérité infuse. Le vivant est quand même beaucoup plus compliqué que de dire il faut faire comme ça et ça marchera. Donc on vous dira il faut semer à 25 et la plupart des jardiniers dociles, c'est incroyable de ce que les gens sont dociles quoi, vont les mettre à 25. Moi je les mets là aussi écartement à 12 on va dire, hein, 11-12, 11-12 dans tous les sens, parce que pour moi une plante elle n'a pas un côté où elle est large et de l'autre où elle est étroite. Pour moi une plante elle occupe un certain volume et l'ail en l'occurrence occupe un petit volume, couvre mal la terre et je ne pense pas que si je mets le pied suivant ici, donc il y en a un ici, il y en a un là et je mets le suivant ici, ils vont se gêner. Rien. Et alors j'ai réfléchi, pourquoi tout le monde dit 20-25 ? Pour une raison très simple. Parce qu'à l'origine, je vous rappelle que les jardiniers binaient. Il faut que ce soit propre. Il faut que la terre soit bien travaillée. Il faut un binage vaut 2 arrosages. Et donc évidemment qu'il se simplifiait le travail parce qu'aller biner entre une rangée écartée de 12. Même si vous prenez une petite binette, vous accrochez vos plants, vous leur abîmez les racines, etc. Donc, pour pouvoir biner, c'est-à-dire, je le rappelle, pour pouvoir détruire le sol, l'affamé, on cultive trop large, on gaspille de l'espace. Donc, moi, la planche suivante sera ici. Donc, il y a une rangée là, et il y aura une rangée suivante, et il y aura une rangée suivante, et il y aura une rangée suivante, à cette densité-là, comme vous pouvez le voir, je vous filmerai les échalotes qui sont en train de sortir, vous verrez que c'est à peu près à cette distance-là, et donc ce sera la même chose ici. Dernier point, merde j'ai perdu le trou avec mes conneries, bon donc il y en aurait peut-être deux, ah ben il est là, donc hop, dernier point, là je n'enfonce pas trop, parce que je ne m'attends plus à des moins 15, même s'il va encore geler. Mais je vous rappelle que l'ail donc résiste sans aucun problème à moins 10. Pour des plantations d'automne, donc de l'ail d'hiver, je peux l'enfoncer un peu plus. Là, je l'enfonce à peine. Donc voilà, le bulbe est là, pratiquement affleurant. Je pique en biais, je ramène la terre pour pas qu'il y ait une poche d'air en dessous et c'est reparti pour le suivant. Voilà comment je fais ça. Alors le sol étant compact, des fois je dois insister un peu, hein, je dois appuyer un peu, mais je vous garantis, enfin je vous montrerai le film, hein, donc vous reviendrez regarder la vidéo dans 2 mois, 3 mois, on verra le résultat de tout ça et on verra si ça pousse et si je vous ai raconté des conneries. Bon, ça peut arriver, hein. Alors, je vais m'arrêter un instant. J'aurai sûrement de nouveau la tête coupée parce que j'ai mis en gros plan. Mais regardez ça. Donc certains seront peut-être affolés.
de me voir repiquer à travers cette végétation, donc dans ce qui est de toute évidence un terrain absolument pas bien préparé. Alors il y a quoi? Il y a là un pied de mâche, je vous ai dit celui-là est trop petit pour que je le récolte, donc je vous ai dit que je laisse ces petits pieds. Il y a là une petite cardamine trop petite pour être récoltée, il y en a un autre ici, et il y a là surtout cette fameuse Véronique de Perse. Ah, il y a un ver de terre qui pointe son nez là, sympa, il vient voir ce que je fais. Non, je l'ai dérangé par les pressions, hein. C'est ça qui fait sortir les vers de terre, ils perçoivent les vibrations et c'est comme ça qu'ils se font avoir par les merles, hein, les cons. Le merle vient piétiner, ils perçoivent les vibrations, ils sortent et le merle n'a plus qu'à bouffer. Donc j'en étais à la végétation, que des plantes tapissantes. Hein, donc je rappelle que l'ail, vous l'avez en tête, l'image de l'ail fait des feuilles comme ça qui montent. Donc l'ail qui va germer, celui que je viens de mettre là, ici en plein milieu, va très vite dépasser cette couvrante, cette Véronique de Perse. La mâche, je l'aurai récoltée. Et puis, ce que je ne vous ai pas dit encore, c'est que une fois que j'ai fini de récolter la mâche, mais ce n'est pas demain la veille, parce que là, je vois tout plein de petites mâches que je n'avais pas vues la dernière fois. Elle est peut-être sortie depuis. Hein. Une fois que j'aurai récolté cette mâche, seulement, je vais mettre ici, je vais m'asseoir parce que les genoux en tension, ça me fait mal, le même couvert, parce que derrière mes rouleaux de foin, j'ai encore un stock de feuilles mortes mélangées avec des tontes de gazon, et je vais recouvrir parce que je ne vais pas laisser ni le sol se dégrader encore davantage, ni les organismes du sol s'affamer parce qu'ils ne trouvent pas de nourriture. Donc, dont ce fameux ver là qui est reparti, bien sûr qu'il faut lui donner à manger. Et donc, c'est l'occasion pour moi de profiter du soleil pour vous expliquer que l'organisation au niveau du potager du paresseux est bien différente du schéma classique que vous lisez dans les bouquins où, soi-disant, quand vous cultivez, le sol se dégrade et il faut ensuite des engrais verts en interculture, une fois que vous avez récolté, pour restructurer, retaper le sol. C'est un peu ça le schéma. Je saccage pendant 6 mois et après, comme j'ai mauvaise conscience, je mets des engrais verts pour restructurer un peu. Chez moi, le schéma est légèrement différent dans le sens où j'essaye de faire cohabiter, alors avec des organisations variables selon la culture en question, j'essaye de faire cohabiter la production de mes légumes, donc ce qui va remplir mon ventre, comme j'aime à le dire, et l'apport ou la production de biomasse, donc production lorsqu'il s'agit de plantes tapissantes que je laisse pousser sur le sol. Il y a quand même quelques emmerdeuses que j'enlève. Hein. Et apport lorsque j'apporte des matières organiques de l'extérieur. Donc voilà, dans quelques temps, quand j'aurai récolté ma mâche, ça ressemblera à ça. J'en mettrai pas trop, mais suffisamment pour maintenir l'humidité, parce que ça va être ça mon prochain combat. Comment éviter que ça se dessèche. Donc tout ça, c'est des appréciations. Et c'est pour ça qu'un certain nombre de personnes qui lisent mes livres ou qui regardent mes vidéos ne s'y retrouvent pas. Parce qu'ils disent, oui, mais une fois tu dis, il faut faire comme ça, et puis après tu fais comme ça, et après tu fais comme ça. Ben oui, la météo n'est pas toujours la même. Et donc, je m'adapte et je raisonne, et non pas je suis une recette. Sur mon calendrier, il n'y a pas marqué mettre le foin le 15 mars. Je mettrai le foin en fonction de ma récolte de mâche, en fonction de la sortie de mes aliacées et en fonction
de la météo. Si on repart sur un cycle de pluie de 6 semaines, bien sûr, la structure va continuer à se dégrader, mais il n'y aura aucun problème au niveau des réserves en eau du sol. Si on est déjà au début d'une canicule, il va falloir que d'ici 3 semaines, je me ravise et je couvre pour éviter que ce sol n'évapore trop d'eau dans la mesure où je n'ai aucune envie d'arroser ni les réserves en eau suffisantes. Alors donc, chez moi, disons une image politique, la plupart des jardiniers sont sur le régime d'alternance. La droite, elle se fait virer, la gauche, elle se fait virer parce qu'elle ne donne pas satisfaction, on remet la droite qui ne donne pas satisfaction, on remet la gauche. Chez moi, c'est le régime de cohabitation. Donc j'essaye de cultiver des légumes dont au passage, je vous ferai remarquer que ce ne sont pas les légumes qui dégradent mon sol. Ces aliacées, cette ail que je suis en train de mettre ici, les échalotes qui sont là-bas, vous observez un peu leurs racines, vous en arrachez, on en arrachera plus tard dans la saison, et vous verrez le puissant réseau de racines fasciculées qu'ont les aliacées. Et avec ça, tout comme une prairie, tout comme le gazon, elles vont m'exploser la structure du sol. Donc, mes aliacées, quand elles vont pousser, vont améliorer mon sol. Je vais mettre un peu de biomasse, moins que si j'en avais mis en novembre, mais je vais en mettre pour nourrir champignons, bactéries, vers de terre. Donc, les organismes vivants du sol vont aller dans le même sens. Et ça va se passer en même temps. Donc, mon sol s'améliore parce que mes organismes du sol ont leur part, et moi, j'ai ma part, que seront les têtes d'ail que je vais récolter ici. Ce n'est pas l'un après l'autre, c'est en même temps. Tiens, ça va encore faire de la politique, ça. Donc moi, je vais être invité par le président, c'est parce que je suis le roi du en même temps. Oh putain, j'avais jamais pensé à ça. Putain, je vais aller à l'Élysée avec un poireau. Enfin bon, je déconne. Donc, en même temps, mon sol va s'améliorer et je vais retrouver, quand je vais récolter mon ail ou mes échalotes, etc., un sol qui sera bien meilleur que ce qu'il est aujourd'hui. Tout ça pour vous dire qu'en fait, ce n'est pas la culture, ce ne sont pas les légumes qui dégradent la structure du sol. C'est la façon brutale, destructrice, mortifère de jardiner qu'on a, y compris en bio. Quand on fraise, quand on travaille le sol en permanence, quand on le maintient nu, on va affaiblir sa structure. Alors que dès qu'on va le couvrir, on va améliorer sa structure. C'est aussi simple que ça. Et voilà pourquoi, donc, sans aucune hésitation, je plante là au milieu de mon couvert en me disant que tout ça est très très chouette. Bon signe, ces organismes-là sont déjà en train, par exemple cette Véronique, elle a déjà ses racines sous terre, elle est déjà en train de nourrir des bactéries dans le sol. Alors pour l'instant, le sol est encore froid, il doit être aux environs de 10-11 degrés, et donc les bactéries ne bossent pas beaucoup, mais elles sont maintenues en survie, de même que les champignons mycorhiziens, qui sont eux moins sensibles à la température, sont maintenus en vie par tout ce que vous voyez là, sauf peut-être la brassicacée, puisque les brassicacées, donc la cardamine, sont réputées ne pas mycorhizer, encore que peut-être que certaines, comme la cardamine, ont gardé leur caractère, leur génétique un peu primitive, et si ça se trouve, la cardamine, contrairement aux brassicacées cultivées,
et peut-être mycorhizés. Mais ça, c'est une hypothèse. Hein. Là, je divague. Hein. Prenez ça comme une divagation. Voilà, il me paraissait important de faire cette petite mise au point. Et ce spot-là me paraissait particulièrement indiqué. Ça ferait flipper plus d'un jardinier, je pense, le malheureux, parce qu'il a tort. Il a tort. Allez, une petite pause entre deux lignes. Enfin, je parle de deux lignes d'ail. Hein. Je sais que certains artistes ont d'autres lignes, mais bon, c'est plus de mon âge. Donc oui, reposer un peu mes articulations et vous parler de quelque chose que vous avez peut-être observé, qui vous est arrivé et sur quoi vous n'avez pas forcément la bonne explication. Il peut vous arriver que les petites gousses que vous avez plantées, donc dans le bon sens, j'ai oublié, bon, la majorité d'entre vous vont dire oui, il est con. Bien sûr qu'on sait qu'en bas il y a les racines et qu'en haut, là où il y a ce petit bouquet de feuilles desséchées, parce que n'oubliez pas qu'un bulbe, ce sont des feuilles, hein, un enchevêtrement, enfin une superposition de feuilles dont les externes se dessèchent et deviennent comme du papier, et dont les internes sont charnus. Vous voyez ça très bien dans n'importe quel oignon. Donc en haut ici, ce sont tout simplement des feuilles desséchées. Alors bien évidemment, vous avez compris qu'il faut les planter comme ça. Je dis ça parce que quand même, je ne vais pas citer son pseudo, mais j'ai eu un mail d'une personne qui m'a dit j'ai des oignons qui sont recourbés. Est-ce que je sais ce que c'est? Alors je dis envoie-moi une photo parce que comme ça c'est difficile à dire. Et alors il est apparu que ces personnes avaient mis les bulbes d'oignon, c'était l'oignon, hein, pas de l'ail, mais ce serait la même chose avec l'ail, à l'envers, que heureusement ce bulbe avait largement suffisamment d'énergie pour germer et faire demi-tour et remonter, ce qui au passage montre que une de mes maximes favorites, c'est qu'une plante n'a qu'une envie qui est de pousser. Hein. Donc ne vous posez pas de mauvaises questions. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça pousse, hein? La majorité d'entre vous connaissent ma réplique immédiate, rien puisque ça pousse tout seul. Je reviens à mon petit truc, je n'ai pas perdu mon idée. Donc il peut vous arriver que des bulbes que vous avez, des gousses que vous avez plantées comme je l'ai fait, vous les retrouviez comme ça, je vais vous mimer ça, dispersés en surface, dans 2 ou 3 ou 4 jours. Voilà, vous trouvez quelques bulbes à certains endroits qui traînent comme ça. Et il se peut que vous soyez curieux, enfin c'est ce que je vous souhaite, et il se peut que vous posiez la question, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé une chose très simple et à la fois agaçante mais réjouissante, c'est que vous avez des vers, les fameux vers anéciques, ceux que vous ne voyez pas, qui la journée sont au fond de leur galerie, qui sortent la nuit pour chercher leur nourriture. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils restent accrochés à leur trou parce qu'ils n'ont pas, d'abord il fait nuit donc ils ne voient pas clair et de toute façon ils n'ont pas de yeux. Donc même s'il faisait clair, si c'est nuit de pleine lune, ils ne voient rien. Donc en général, ils restent accrochés par un tiers ou un quart de leur corps et avec le devant, ils gigotent autour de leur trou. Ils s'allongent jusqu'à trouver un peu de nourriture en espérant, enfin ils espèrent que ce soit un brin de foin comme ici, hein, bien mou, donc facile à rentrer dans leur galerie et surtout très nutritif parce que je vous rappelle que le foin a un rapport C sur N très très intéressant comparé à de la paille. S'ils ne trouvent rien d'autre, ils mangeront aussi la paille ou ils mangeront des feuilles mortes
qui leur pose plus de problèmes pour les enterrer dans leur galerie, mais Marcel Boucher raconte que certains vers arrivent à rouler les feuilles pour les faire entrer dans leur galerie. Et alors, vous venez de planter vos trailles, le ver, donc, fermez les yeux, sort la nuit, vous avez planté, comme je viens de le faire, avec éventuellement ces feuilles mortes qui dépassent un tout petit peu, ces feuilles sèches ici, et il tâtonne avec sa bouche et tout ça, et il sent quelque chose qui ressemble à 2 gouttes d'eau, comme 2 gouttes d'eau à du foin. Donc qu'est-ce qu'il fait avec sa bouche? Il pince ce qu'il pense être un brin de foin et il le tire. Il essaie de reculer dans son trou, de redescendre dans son trou, sauf que dans son trou, la petite gousse d'ail ne rentrera pas. Et donc vous arrivez le lendemain matin et vous trouverez des gousses d'ail, souvent à l'envers, souvent un peu comme ça, parce que, et vous regarderez, vous aurez à proximité le trou d'un ver de terre qui a essayé tout simplement, il n'a pas essayé de vous emmerder, hein, ne lui prêtez pas des mauvais sentiments, il a tout simplement essayé de se nourrir et il a pensé que ces petites feuilles ici étaient quelque chose de nutritif qu'il pourrait entraîner dans sa galerie, hein, donc normalement comme si cela avait été ce brin de foin qu'il va ensuite entraîner. Là, lui, il rentre facilement dans sa galerie, il va commencer à se décomposer, s'humidifier, donc devenir humide, ramollir, et puis ensuite, il va le manger, le broyer dans son gésier, les bactéries vont se mêler avec ça, il va en quelque sorte digérer comme un ruminant la cellulose qu'il y a là-dedans, les bactéries vont le nourrir, et votre ver de terre se portera très bien avec ça. Et il vous aura déterré vos bulbes. Sachez donc que lui aussi, il est fort mari, comme on dit, hein, parce que lui non plus, il n'a pas réussi à entraîner ça. Un de ces quatre, je vous filmerai mes micados. Donc j'ai à certains endroits de mon potager, ici c'est pas trop spectaculaire, mais des rassemblements de tiges coriaces que les vers n'arrivent pas à entraîner dans leur galerie et qui s'accumulent à la sortie de leur galerie. J'ai un endroit en bas, mais ce sera un autre film parce que sinon celui-ci va être beaucoup trop long, déjà qu'il va être long. Je n'ai pas encore fini parce que je ne vous ai pas parlé des oignons. Vous aurez peut-être du mal à me croire, mais j'ai carrément chaud. Alors je garde cette petite polaire pour porter mon transmetteur. J'ai remarqué dans la dernière vidéo que si je l'avais devant moi plutôt qu'à ma ceinture, a priori il y a eu moins de perturbations parce que donc les deux appareils communiquent en vis-à-vis. On va voir si c'est encore le cas cette fois-ci. Donc j'ai dit que cette année j'essayais de m'améliorer aussi sur le plan de l'étiquetage, hein, donc chacune de ces lignes est soigneusement étiquetée pour essayer de pouvoir tirer des conclusions. Conclusions qui n'auront rien de définitif, hein. Sachez qu'en agronomie, chaque année est particulière. Il n'y a pas une année moyenne, très rarement une année moyenne. Par conséquent, les conclusions qu'on tire une année parce que le climat a été, pas le climat, pardon, la météo a été comme ceci, peut tout à fait être remis en cause l'année d'après parce que la météo aura été comme ça. Et donc l'agronomie, en fait, c'est la répétition d'essais sur des longues séries, sur plusieurs années, avec une analyse statistique qui permet de dire qu'on a 5 chances sur 6 que telle variété produise plus que telle autre, ou que telle variété résiste mieux à telle maladie
que tel autre, puisque une année par exemple où la maladie ou le parasite en question ne sont pas présents, même la maladie la plus sensible s'en sortira tout aussi bien que l'autre. C'est ce qui explique une bonne partie des montagnes de conneries qu'on trouve sur Internet, parce que c'est juste basé sur une année avec une grande part, parfois, hein, pas toujours, mais parfois une grande part de hasard. Et je ne suis pas à l'abri de ça, parce que si j'attends 10 années d'avoir des observations statistiquement significatives, et ben peut-être que je les aurais emmenés du côté des racines de pissenlit et vous ne serez pas plus avancé. Donc prenez simplement ce que je dis avec des pincettes, en sachant que c'est... il y a un papillon là-bas derrière, incroyable. Il y a les oiseaux qui chantent partout, hein, et donc moi qui commence à transpirer. Petite pause là, puisque donc j'ai terminé la variété clé d'or. Et pour attirer votre attention sur quelque chose qui passera peut-être inaperçu ou dont vous ne tirerez pas tous les enseignements que vous pourrez tirer. Désormais, depuis à peu près mi-décembre, est devenu obligatoire au sein de l'Union européenne sur le commerce de végétaux, et les graines ou les bulbes ou les semences de pommes de terre, etc. sont des végétaux. Je rappelle que ce sont des corps vivants, hein. Même une graine qui reste 10 ans dans son sachet dans votre garage est un organisme vivant, et donc soumis à la réglementation du commerce des organismes végétaux vivants. Et donc est devenu obligatoire, alors vous trouverez encore dans les commerces des sachets sur lesquels ce document ne figure pas encore, et sur d'autres, ça figurera. Ici, donc, sur le clé d'or que je viens d'utiliser, ça n'y était pas. Ce document s'appelle le passeport phytosanitaire, et donc international, et il est codifié, de façon à ce que, quelle que soit votre langue, en tout cas au sein de l'Union européenne, ailleurs je ne sais pas, il faudrait que je vérifie, au sein de l'Union européenne, vous sachiez décoder ce qu'il y a marqué. Je vous mettrai donc ce passeport-là en grand. Vous avez 4 informations, à part le logo donc de l'Union européenne. Vous avez une lettre A. Sous A, vous trouvez le nom international reconnu, donc l'appellation en 2 noms issus, hérités de Linné, en latin de l'espèce concernée. Pas la variété, hein, l'espèce. Il y a simplement obligation d'indiquer l'espèce. Donc ici, Allium sativum. Allium sativum, c'est l'ail. En dessous, vous avez une lettre B avec un code Bashibouzouk qui commence dans ce cas par FR, PC 000636. Donc ça, c'est le code de l'entreprise ou l'association, ou peu importe quelle est la structure juridique, qui a déposé ce passeport phytosanitaire, et par conséquent l'autorisation de commercialiser ces semences, dont je rappelle qu'elles ont l'étiquette bleue du SOC. C est un code encore plus Bashibouzouk. Alors là, F0960 A540656 est un code propre, ce n'est pas codifié, hein, chacun peut un peu mettre ce qu'il veut, qui est un code de traçabilité propre à l'organisme qui a empaqueté ou ensacheté le produit en question, ou mis en pot s'il s'agit d'une plante. Elle doit donner un code de traçabilité qui permet, en cas d'inspection, de remonter de façon certaine à l'origine de ce plant.
peu importe, elle se démerde. Donc pour, je ne sais pas quelle est la marque qui a préparé ce sachet, mais la répression des fraudes peut le savoir par le code FR, etc., le code B. Donc ils trouvent dans leur fichier informatique que c'est telle entreprise à tel endroit qui a fait ce sachet. Et s'ils déboulent dans cette entreprise, ils lui disent F0960A 54056, c'est quoi ça? L'entreprise, dans son ordinateur, doit lui dire c'est de l'ail que j'ai acheté auprès de tel producteur qui est rentré dans mes dépôts à tel moment. C'est un peu comme les lots sur nos produits alimentaires, hein, quand vous voyez le lot, sur les médicaments. Quand vous voyez l'eau, ça veut dire qu'à partir de là, tous les ingrédients, on peut déterminer d'où est-ce qu'ils venaient, de quelle entreprise, quand est-ce qu'ils sont rentrés dans les stocks, etc. Et très intéressant, la dernière lettre, D, ici FR, vous aurez compris que FR veut dire France, mais on va donc enfin pouvoir savoir où ce que vous avez dans votre sachet ou dans votre paquet de semences, etc., a été produit. Alors, chers amis, j'ai fini de planter l'ail. Ça a pratiquement occupé ce trapèze entre ce que j'avais planté à l'automne ici, des oignons échalotes là-bas. Donc, je vais en rester là. Mais bon, en ces temps de Covid qui, je trouve, rend les gens tristes, je ne sais pas si c'est la peur de la mort qui les rend tristes, ou alors c'est peut-être, je me suis rendu compte que les jeunes, j'ai rien contre les jeunes, hein. Très franchement, j'adore les jeunes, mais parfois ils sont un peu cons, quoi. Ils étaient persuadés qu'ils étaient hyper connectés avec leurs trucs tout le temps. Ouais, ça va, devine où je suis. Enfin bon, je ne suis pas non plus Elise Moon, hein, donc je ne vais pas vous faire Davina, je ne suis pas assez doué. Mais enfin, hyper connectés, branchés, etc. Il suffit d'un Covid pour qu'on se rende compte que, brancher mon cul, ils sont d'une solitude triste, absolue. Ils dépriment. Les étudiants, soi-disant, sont tous déprimés parce que, sans doute, il leur manque leur drogue favorite, l'alcool pourrait être bien beurré ou je ne sais pas quoi. Mais enfin bon, bref, je dévie. Oh, encore un petit verre de terre qui suit. Donc, puisque l'époque est triste, février 2021, je donne la date pour... cette vidéo sera peut-être célèbre dans 10 ans encore. Et donc, j'ai envie de rigoler. J'ai envie de rigoler et j'ai envie de faire le fada comme je pense j'arrive assez bien à le faire. Donc je me suis rendu compte que 999 pour 1000 des jardiniers sont persuadés des conneries qu'ils lisent dans les guides, comme quoi il faut soigneusement préparer la terre. Alors ils bêchent à l'automne, ils repassent le motoculteur au printemps, ils font ceci, ils font cela. Il me reste quelques gousses d'ail du même que celui qui est ici où il y a les planches. L'endroit est parfaitement repéré, hein. Il n'y aura pas de trucage. Repérez bien l'endroit, là, au coin du premier châssis, la porte et la station météo est là-bas. Ça va disparaître, hein. Quand je viendrai filmer dans 3 mois, le foin aura été déroulé dans le potager. Il n'y aura plus le foin, il n'y aura plus les choux de Bruxelles. Ici, il y aura de l'ail, des échalotes, etc. Et là, l'entrée restera là, les framboisiers sont toujours là. Et alors, comme j'avais parlé de cette allée qui était piétinée, j'ai poussé le truc un peu plus loin. J'ai bien piétiné ce petit passage-là, on va bien le piétiner, parce que franchement, il faut quand même que le test ait valeur de test, quoi. Donc, sol mouillé, argilo-limoneux, je vous l'ai dit, et on va planter, après cette magnifique préparation, qui va finir par m'essouffler, par me transpirer, parce qu'il a fait 20 degrés, 5 à midi. Là, il doit faire encore 14 ou 15. Donc ça, c'est pas un truc pour cardiaque, quoi. C'est pas comme ça qu'il faut préparer sa terre. C'est juste pour laisser. Voilà. Et donc, comme pour ce que j'ai fait ici, je vais planter
Ah, il y a des vers qui sortent. Ça, c'est des anésiques. Ça, c'est des épigées. Donc, on va planter ce qui me reste comme gousses. 1, 2, 3, 4, une toute petite, 5, 6, 7. Plutôt des petites, hein. Il y en a 2 moyennes. Les autres étaient significativement plus grosses. Ah, c'est malin, je suis essoufflé. Et il faut savoir que la taille des têtes qu'on obtient dépend de la taille des gousses. Donc une grosse gousse donnera une plus grosse tête qu'une toute petite gousse comme celle-là. Celle-là donnera forcément une toute petite tête si elle pousse. Et donc je vais planter ça ici. Comme pour le reste, quand j'aurai fini de récolter la mâche et tout ça, je mettrai de la bonne nourriture. Donc là en l'occurrence, mon mélange feuilles mortes, tonte de gazon, plus exactement tonte d'herbe, là-dessus pour nourrir les vers de terre qui sont en train de sortir et pour que les organismes du sol aggradent ce sol. Puis au moment de la récolte, je replanterai la caméra ici et on regardera. Alors bien évidemment, vous êtes obligé de me croire que dès que j'aurai coupé la caméra, je ne vais pas passer le motoculteur, je ne vais pas biner, piocher, bêcher, etc. Franchement, à mon âge, si j'étais là pour vous gruger, c'est que vraiment, comme dirait, comment il s'appelait l'autre avec sa Rolex, c'est vraiment que j'aurais raté ma vie. Alors là, évidemment, il me faut les 2 mains pour faire le trou. Voilà, première gousse. Vous assistez en live au plantage. Hop. Regardez à peu près l'écartement standard, là, une toute petite. Hop. J'ai mal à l'épaule. Certains le savent, hein. Je me suis latté avec mon vélo électrique, double fracture. Mais je ne me suis pas fait opérer. Donc je mets des 2 mains et on va arriver à quelque chose. Merde. Voilà. Je suis tombé sur un caillou. Et le dernier, ça tombe pile poil. Bon, celui-là est vraiment rikiki. M'étonnerait qu'il pousse, qu'il donne quelque chose. Voilà. Alea jacta est. Le sort en est jeté. On va suivre cette affaire pour voir si, pour certains, ça bouscule légèrement leur réflexion sur il faut absolument qu'un sol soit meuble, comme si c'était la base de tout jardinage. Donc je vous incrusterai ça en bonus. Et j'espère que vous allez vous marrer. Si vous ne vous marrez pas, c'est votre problème, c'est pas le mien. Alors on a sauté donc là toute cette partie qui est déjà plantée. Là j'ai un peu de flottement, il y en a quelques-uns qui sortent, mais là aussi, et puis je ne retrouve pas la ligne. Donc je saute une largeur de planche et on va continuer avec, comme pour l'ail, l'essai de confrontation entre d'un côté ces échalotes-là semées en octobre-novembre, donc à l'automne, et en tout cas celles qui sont encore bonnes. Là il y en a qui n'ont pas, qui ont pourri pendant la conservation. Donc je vais en planter, ça fera peut-être pas toute la rangée, mais quelques-unes. Donc là encore, échalote comme l'ail. Normalement ça ne fleurit pas. On éclate la touffe
qui se forment. Ce n'est pas vraiment une tête comme ça l'est pour l'ail. Là, c'est plusieurs plantes qui restent plus ou moins attachées au moment de la récolte. Mais donc, on ne reproduit pas les échalotes par des graines. D'ailleurs, je n'ai jamais vu fleurir des échalotes. Si jamais on vous parle dans les catalogues ou dans des notices ou sur des sites internet d'une échalote à semer, sachez que c'est une fausse échalote, c'est un hybride, c'est un échalion, un croisement entre de l'oignon et de l'échalote qui a repris les caractéristiques de l'oignon, c'est-à-dire son aptitude à fleurir, et qui a repris au niveau de l'échalote certaines des caractéristiques de forme, de couleur violacée, etc. Donc sachez simplement que ce n'est pas de l'échalote et que ça n'a pas la finesse de goût. Quelqu'un qui a un goût un peu exercé, demandez à un cuisinier, faites-lui en test en aveugle cette échalote de semis, qui est donc botaniquement un oignon hybridé, et faites-lui goûter en même temps, toujours en aveugle, une vraie échalote. Il y a de fortes chances qu'ils vous disent que l'échalote est quand même a un goût beaucoup plus fin. Dans le cas contraire, ne réservez peut-être pas une table chez lui, surtout si ça coûte plus de 50 €. Celui-là, il est un peu douteux. Donc je vais planter ces quelques trucs ici. Eux également donc, peuvent se planter en automne et puis relativement tôt au printemps. Je ne me souviens plus ce qu'il dit sur le sachet, jusqu'à quand. Sans doute janvier, peut-être février, octobre à janvier, ce qui est recommandé. On va planter ça, ça va aller vite, et puis on va en venir aux oignons, parce que là, vous allez voir que la science est un tout petit peu plus compliquée. Donc je plante comme l'ail, hein, je ne vous filme pas, vous en avez marre de me voir enfoncer mon plantoir, le bon côté, tenir au ras, borner, et puis terminer. J'espère que vous avez compris. Alors si vous n'avez pas compris, je ne sais pas quand c'est que vous aurez compris. Bon, ben, le soleil commence déjà à décliner un peu, mais il fait encore bon et relativement lourd. On va s'installer confortablement pour aborder ce que j'ai déjà sous-entendu, ou comment dire, attisé à propos des oignons. Parce que ce que je viens de vous raconter sur la dormance et puis l'intérêt de rallonger le cycle, ainsi que l'extraordinaire résistance au froid des Alliacées, est vrai pour les oignons également. Cependant, se rajoute un piège considérable qui est le fait que les oignons se reproduisent assez facilement par oignon, enfin la plupart par semence, qu'est-ce que je dis, par semence, hein, par graines. Donc les oignons, contrairement à l'ail qui ne fleurit pas vraiment, mais qui dans certaines conditions peut faire une sorte de hampe avec des petites bulbilles, contrairement à l'échalote qu'en général vous n'avez jamais vu fleurir lorsqu'il s'agit de des vraies échalotes, l'oignon fleurit et fleurit même relativement facilement suite à un phénomène qui est commun aux bisannuels que j'ai évoqué dans une vidéo antérieure et qui s'appelle la vernalisation. Hein, donc les bisannuels dont font partie les oignons sont des plantes qui, une année, accumulent de la biomasse, passent l'hiver dehors, normalement, et, après avoir subi l'influence du froid, en deuxième année, assez vite, vont monter en graines, fleurir d'abord, donc ce qu'on appelle monter en graines,
fleurir, produire des graines. Et donc, si on pousse trop loin le raisonnement que je vous ai dit, il faut mettre le plus tôt possible les Alliacées, avec l'oignon, qu'il s'agisse là d'oignons plantés par des petits bulbilles, hein, donc des petits bulbes récoltés l'année précédente, ou qu'il s'agisse d'oignons que je vais semer, préparer en godet ou préparer en terrine et repiquer ensuite. Si vous faites ça trop tôt, si le stade de l'oignon est suffisamment développé quand interviennent des périodes de froid, et par froid, entendez de la fraîcheur. Je parle là de températures qui sont, on va dire, entre 5 et 10 degrés. L'oignon suffisamment développé, je n'ai pas toutes les données précises en tête, de l'ordre de 6-8 feuilles. Quand il est beaucoup plus petit, il n'est pas sensible à ce froid. On va dire que c'est un bébé, il sait qu'il ne peut pas encore se reproduire. Quand il est plus grand, il est devenu ado, et là, évidemment, il ne pense qu'à une chose, se reproduire. Et donc, il devient sensible au froid. Il y a une période. Donc, si on plante trop tôt, ce qui risque d'être le cas ici, parce que si je transpire, je n'oublie pas qu'on est le 23 février, et donc je ne vais pas tout planter, je vais faire une rangée d'essais. Je risque donc d'avoir cette vernalisation, cette induction florale, c'est un autre mot qu'utilisent les botanistes, et je risque d'avoir donc une montée en graines. Alors avec des sensibilités variétales très très différentes. Certaines variétés sont très sensibles, chez moi certaines variétés rouges repiquées à partir de bulbilles ont systématiquement monté en graines les années passées. D'autres variétés, dont le jaune Stuttgart Riesen. Alors c'est pour la première fois que j'utilise là le blanc Snowball, qui lui est en principe un oignon d'hiver, donc on sème à l'automne, et qui va faire des boules assez rondes. Snowball en anglais ça veut dire boule de neige, qui ne se conservent pas très bien, mais théoriquement j'aurai là des oignons conséquents, des oignons dont on mange le bulbe suffisamment tôt. Il y a une exception, que sont certains oignons qu'on cultive en verre, dont on mange la plante, ce qu'on appelle l'oignon en botte. Là, la méthode de culture est un peu différente, et il y a encore je pense que c'est botaniquement un oignon joker, ce qu'on appelle les ciboules, qui sont une forme d'oignon qui, elles, ne montent pas en graines, elles forment des touffes, un peu comme une touffe de poireau, mais qu'on peut donc hacher finement et utiliser pour accommoder une salade. Bref, méfiance avec les oignons, avec ce phénomène de vernalisation, qui en a fait, comment dire, qu'on a convaincu un grand nombre avec les histoires de lune. Beaucoup de gens, n'ayant pas noté quand est-ce quel jour ils ont planté, sont persuadés que cette montée en graines est liée au fait qu'ils ont planté en jour fruit, et que donc l'oignon a compris que la lune était dans la position de machin truc, etc. Et au lieu de faire un bulbe, a fait des graines. Que nenni, c'est une histoire de vernalisation, une histoire de bisannuel, une histoire de botanique toute bête. D'ailleurs, ne me demandez pas quel jour on est aujourd'hui. Alors ma femme a acheté un calendrier lunaire, donc on a peut-être on sera consistant cette année. On va essayer elle va systématiquement faire selon le calendrier lunaire. Et puis moi, pour la contrarier, je vais systématiquement faire
enfin, soit je n'en tiens pas compte, comme c'est le cas là aujourd'hui, soit quand j'en tiens compte, je ferai rigoureusement le contraire. Et on vérifiera au bout de l'année, je peux me tromper un jour, je vous ferai une très belle vidéo, courte celle-là, où je vous lirai un texte écrit, je crois, vers 1923, où un des grands papes de l'horticulture française évoque le spectre merveilleux qu'ouvre la découverte des engrais radioactifs. Il était persuadé que la radioactivité ayant une énergie dingue, il suffisait d'utiliser des engrais radioactifs pour que tout à coup, dans le potager, tout pousse comme une dingue. Donc, pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'un scientifique peut tout à fait se tromper. On raisonne toujours en fonction d'un domaine de définition et de connaissance au moment où je parle. Donc, je n'exclus pas que dans 50 ans, quand on sera revenu de Mars et quand on aura vu la Lune de l'autre côté, tout à coup, on se dise, mais bien sûr, c'était évident, la Lune avait des petits fils qu'on n'avait jamais vus qui tirent les oignons vers le haut. Donc c'est possible. Moi, ça ne m'a jamais sauté aux yeux. Je sais que, contrairement à ce que tout le monde pense, mes parents, et le village où je suis né, et je peux dire toute la région, puisqu'avec mon père, je circulais dans toute la région, n'avaient pas l'ombre d'une trace d'idée de calendrier lunaire. Et ils nourrissaient leur famille. Tous ces gens-là, qu'ils étaient ouvriers à l'usine ou agriculteurs, nourrissaient leur famille à partir de leurs champs et de leur potager. Et donc, c'est quelque chose de tout à fait particulier, l'introduction relativement récente. C'est même pas, comme on le dit souvent, la biodynamie, Steiner, pas du tout. C'est des disciples de Steiner qui ont fait des observations et qui ont vu des choses que personnellement, je ne vois pas. Voilà, mais on reviendra sur le calendrier lunaire. Simplement, si vos oignons montent en graines, vérifiez d'abord qu'ils ne se sont pas farcis 10 jours de temps frais en dessous de 10 degrés pendant qu'ils étaient déjà bien développés, c'est-à-dire, alors je parle des températures maximales, quoi, hein, donc des températures qui ne montent pas au-delà d'une dizaine de degrés, comme ça peut se produire au mois de mai pendant quelques jours, et c'est suffisant chez des variétés sensibles pour déclencher une montée en graines sans d'avoir besoin de la lune. Allez, je plante quelques-uns de ces machins juste pour avoir des repères. L'essentiel, notamment ma production, on va dire, de garde, les Stuttgarter Riesen, je les ferai bien plus tard à cause de cet argument. Et les semis seront des semis normaux chez moi. Semi-normaux chez moi, c'est ce que je fais vers mi-mars. Pour des implantations début mai. Donc je ferai des terrines. L'an dernier, l'oignon rouge qui s'appelait le Morada de Amposta, qui était devenu géant comme ça, a très bien marché comme ça. Donc je vais continuer dans cette voie. Et chose intéressante, c'est un de ceux qui, dans ma cave, ne germe pas encore. Donc c'est un de ceux qui se conservent le mieux. Allez, vous n'avez pas besoin de me voir repliquer pour la 42e fois. Vous m'avez vu, je termine là. Je vais donc rajouter une rangée et demie à partir du plantoir, une demi-rangée avec une des variétés. Donc les snowballs qui eux sont d'hiver, je vais essayer de les mettre. Et pour les autres, donc un violet là qui est Red Baron et Stuttgarter Riesen, je ferai pour chacun juste une demi-rangée, histoire d'avoir un repère, de pouvoir revenir dessus dans des vidéos, de peut-être apercevoir ce phénomène que je viens de vous décrire, des montées en graines différenciées selon les variétés. Allez, cette vidéo, alors, je pensais faire un petit truc, mais de nouveau, j'ai l'impression que ça va faire 1 heure ou quelque chose comme ça.
désolé, le temps était beau, le ton était badin, j'avais du temps, ma femme m'a pris quelques jours de vacances, alors c'est pas qu'elle me tanne, hein, mais du coup au niveau des horaires de repas et tout ça, je suis un peu plus, on va dire, un peu plus étudiant, quoi, hein. Il y a pas vraiment, c'est pas vraiment ordonné. Ciao et à une prochaine.